Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un concept japonais. Un concept qui est devenu, on peut le dire, très à la mode, mais qui reste en fait souvent mal compris. L'ikigai. On entend ce mot un peu partout, on le traduit souvent très vite par raison d'être, et honnêtement, ça peut être un peu intimidant, cette idée de devoir trouver sa grande raison d'être. C'est vrai, ça met une pression énorme. Et c'est justement pour ça que le livre qui nous guide aujourd'hui est si intéressant. C'est L'ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse, d'Hector Garcia et Francesc Miralles. Ah oui. Et ce qui est bien, c'est que les auteurs, eux, ne se contentent pas de la traduction un peu facile. Ils sont vraiment allés sur le terrain, à Okinawa, pour voir comment ce concept s'incarne dans la vie de tous les jours. Voir si elle détient, oui ou non, une des clés pour vivre non seulement plus longtemps, mais surtout pour vivre mieux. Avec plus de sens, plus de joie au quotidien. C'est ça. Et on va voir que c'est souvent beaucoup plus simple et accessible qu'on l'imagine. Tout à fait. Bon, alors commençons par le début. Si raison d'être, c'est un peu réducteur, qu'est-ce que c'est au juste l'ikigai? Alors, le mot il se décompose en iki, qui veut dire la vie, et gai, qui signifie ce qui vaut la peine. D'accord. Donc littéralement, c'est ce pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Mais la définition que les auteurs ont trouvée auprès des anciens d'Okinawa est, je trouve, beaucoup plus parlante. Ah oui? Pour eux, c'est le bonheur d'être toujours occupé. Ah, ça change tout. Ce n'est pas du tout une quête métaphysique en fait. C'est quelque chose d'actif, de quotidien. Exactement. C'est moins trouver le sens de l'univers et beaucoup plus avoir quelque chose qui nous fait sortir du lit avec entrain le matin. Précisément. Ce n'est pas forcément une grande passion qui va changer le monde. L'ikigai d'une personne, ça peut être son jardin. Celui d'une autre, son métier d'artisan. Ou juste de voir grandir ses arrière-petits-enfants. Voilà. C'est une force motrice, quelle que soit sa taille. Et c'est là qu'Okinawa entre en jeu. Cette île japonaise, c'est une des fameuses zones bleues. Ces endroits où la concentration de centenaires est exceptionnelle. Mhm. Les chiffres dans le livre sont stupéfiants. 24,55 centenaires pour 100 000 habitants, c'est bien plus que partout ailleurs. On imagine des gens qui méditent toute la journée, mais leur secret semble beaucoup plus terre-à-terre. Tout à fait. L'ikigai, c'est central, mais ça s'inscrit dans un véritable écosystème de bien-être. Les auteurs identifient plusieurs autres piliers. Le premier, bien sûr, c'est le régime alimentaire. D'accord. Beaucoup de légumes, des patates douces, du tofu et très peu de sucre ou de produits transformés. Mais la vraie clé, c'est une règle qu'il se répète avant chaque repas. Hara Hachibu. Le ventre rempli à 80%. J'adore ce concept. C'est l'anti-buffet à volonté en somme. Mais ça doit demander une discipline de fer, non? C'est une habitude qui est ancrée dès l'enfance. L'idée, c'est de manger jusqu'à ce qu'on ait presque plus faim, mais surtout pas jusqu'à se sentir lourd. D'accord. Et physiologiquement, c'est très sensé. Le cerveau, il met à peu près 20 minutes à enregistrer le signal de satiété. Ah oui, c'est vrai. Donc en s'arrêtant à 80%, on laisse le temps à ce signal d'arriver et on se rend compte qu'on n'avait pas besoin de plus. Ça facilite la digestion et sur le long terme, ça limite la dégradation cellulaire. D'accord, donc l'assiette joue un rôle. Mais ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est vraiment l'importance capitale de la communauté. Elle est fondamentale. Ils ont un concept incroyable qui s'appelle le moai. Le moai, C'est bien plus qu'un simple groupe d'amis. C'est un groupe de personnes, souvent formées dans l'enfance, qui s'engagent à se soutenir mutuellement, pour toute la vie. entendez, quand on dit soutenir, c'est pas juste pour boire un verre. C'est presque un pacte financier et social, c'est ça, hein? Exactement. Les membres d'un moaiki cotisent régulièrement une petite somme. Si l'un d'eux a un problème financier, une maladie, un coup dur, le pot commun est là pour l'aider. C'est incroyable. Mais c'est surtout un soutien émotionnel constant. Ils se voient toutes les semaines pour discuter, jouer, chanter. C'est un remède incroyablement puissant contre la solitude. Et à côté de ça, il y a le yuimaru, l'esprit d'entraide à l'échelle du village. Personne n'est jamais laissé seul. Et le dernier pilier, qui est peut-être le plus radical pour nous, occidentaux, l'absence de retraite. Ah oui. L'idée de ne jamais vraiment s'arrêter de travailler, ça peut faire peur. Est-ce qu'on parle de continuer à trimer 40 heures par semaine à 90 ans? Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de mot japonais pour prendre sa retraite au sens d'inactivité totale. Ah bon? Non, il s'agit de rester actif, de continuer à faire ce qu'on aime, ce qui donne un but. Pour beaucoup, c'est le jardinage. Presque tous les centenaires qu'ils ont interrogés avaient un potager. C'est une activité physique douce, quotidienne. Exactement. Ça donne un objectif et ça fournit des légumes frais.
Pour d'autres, ce sera de l'artisanat ou s'occuper de la communauté. L'idée, ce n'est pas de rester dans un emploi, c'est de garder son ikigai actif. Ce qui nous amène à l'état d'esprit. Avoir un jardin, des amis, bien manger, c'est formidable. Mais comment on fait quand on n'a pas le moral, quand on se sent bloqué, anxieuse? Est-ce que la philosophie japonaise a une approche différente de notre thérapie occidentale? Radicalement différente. Le livre présente la thérapie Morita du psychiatre Shoma Morita. Et son principe de base est révolutionnaire pour nous. N'essayez pas de contrôler vos émotions. Ah, Acceptez-les, comme vous acceptez la météo. Vous ne pouvez pas décider d'arrêter de vous sentir triste, pas plus que vous ne pouvez ordonner au ciel d'arrêter de pleuvoir. mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si on se sent paralysé par l'anxiété, comment est-ce que le simple fait de l'accepter peut changer quoi que ce soit? Ça semble un peu passif, non? C'est là qu'intervient le deuxième principe, qui est tout sauf passif. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire ici et maintenant, quelle que soit votre émotion. D'accord. Pour Morita, c'est l'action qui précède et qui façonne le sentiment, pas l'inverse. On n'attend pas d'être motivé pour faire son jardin, on va dans son jardin, et c'est l'action qui, petit à petit, peut apaiser l'anxiété. Donc on n'essaye pas de raisonner son anxiété pour la faire disparaître. On agit avec elle. On la laisse être là, sur le siège passager, mais c'est nous qui conduisons. C'est une excellente image. Morita disait, dans le domaine des sentiments, il est préférable d'être riche et généreux. Il faut accepter toute la gamme des émotions, sans les juger. L'objectif, ce n'est pas de se sentir bien, c'est de vivre une vie pleine de sens. Et le bien-être devient une conséquence de l'action. C'est ça, pas un prérequis. Cette idée d'immersion dans l'action, ça me fait penser à un autre concept central du livre, le flow. Oui, le flux. Cet état de concentration intense, décrit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, où l'on est tellement absorbé par une tâche que le temps, l'ego, tout disparaît. Je pense que tout le monde a déjà ressenti ça une fois. Mais le provoquer à volonté, c'est une autre histoire. C'est vrai, mais le flow, ce n'est pas magique. Ça répond à des conditions assez précises. La première, c'est d'avoir un objectif clair, mais sans être obsédé par le résultat. Mhm. Les auteurs utilisent une très bonne analogie. Il faut avoir une boussole plutôt qu'une carte. La boussole indique la direction, mais elle laisse de la flexibilité sur le chemin. Une carte rigide, elle, crée de l'anxiété. Et la tâche elle-même doit être parfaitement calibrée, j'imagine. C'est le deuxième point, et il est crucial. La tâche doit être un défi, mais un défi réalisable. Juste un peu au-dessus de notre niveau de compétence actuel. Trop facile, on s'ennuie. Trop difficile, on est anxieux. Le flow se trouve pile entre les deux. Exactement, dans ce canal délicat entre l'ennui et l'anxiété. D'accord. Et la dernière condition, c'est peut-être la plus difficile pour nous aujourd'hui. Se concentrer sur une seule et unique chose. Ah oui? Là, ça se complique. Notre monde est bâti sur le multitasking. C'est vraiment réaliste de viser ça. Le livre est catégorique là-dessus. En s'appuyant sur de nombreuses études, il le dit, le multitasking est un mythe. Notre cerveau ne fait pas plusieurs choses en même temps. Il bascule très vite d'une tâche à l'autre. Le task switching. C'est ça, et ce processus est extrêmement coûteux en énergie et en efficacité. On peut perdre jusqu'à 60% de productivité. Donc, pour entrer en flow, c'est impératif. On s'isole des distractions, on coupe les notifications et on se dédie à une seule chose. Le Japon nous offre des exemples presque extrêmes de ça. Les artisans Takumi, ces maîtres qui dédient leur vie à la perfection d'un seul art. Le livre mentionne Jiro Ono, le maître sushi. Oui, qui a plus de 80 ans, rêve encore de la manière de parfaire ses sushis. C'est fou. Est-ce que ce niveau de dévouement est encore possible dans notre monde qui valorise le changement de carrière tous les 5 ans? C'est une excellente question. Je pense que l'exemple des Takumi n'est pas un modèle à copier littéralement. C'est une inspiration sur l'état d'esprit. D'accord. Ce qui les caractérise, c'est la recherche de la maîtrise pour le plaisir du processus, pas seulement pour le résultat. Le réalisateur Hayao Miyazaki, qui est aussi cité, il a annoncé sa retraite plusieurs fois, Oui, je me souviens. mais il ne peut pas s'empêcher de retourner à sa table à dessin. Son ikigai, c'est l'acte de dessiner. Le flow qu'il y trouve est sa plus grande récompense. Et c'est cette idée qu'on peut appliquer à plus petite échelle. Bien sûr, ce chemin vers le flow et l'ikigai, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Il y a forcément des échecs, des coups durs. Comment les habitants d'Okinawa gèrent l'adversité? Le livre parle beaucoup de résilience, Mhm. avec ce fameux proverbe japonais « tomber 7 fois, se relever 8 ». C'est vraiment le cœur de leur force mentale. Et cette résilience, elle est soutenue par des concepts culturels très forts. Le premier, c'est le wabi-sabi.
Ah, le wabi-sabi. C'est l'art de trouver la beauté dans l'imperfection, l'impermanence et l'incomplétude. C'est l'anti-Instagram en fait. On nous pousse à montrer des vies parfaites, lisses, filtrées. C'est exactement ça. Et le wabi-sabi nous dit de chérir les fissures, les cicatrices. Un bol de thé cassé, y réparé avec de l'or, le kintsugi, devient plus précieux qu'avant. C'est un changement de paradigme complet. Absolument. Accepter que la vie, les objets et nous-mêmes soyons imparfaits, c'est une source immense de soulagement. Et un autre concept clé, c'est Ichigo Ichie, Oui, qui se traduit par « ce moment n'existe que maintenant et ne se reproduira plus ». c'est un appel à vivre le présent en fait. Tout à fait. À savourer chaque rencontre, chaque tasse de thé, parce que chaque instant est unique. Ça nous ancre, ça nous empêche de nous noyer dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Le livre va même plus loin que la résilience. Il introduit un concept que j'ai trouvé passionnant, l'antifragilité, emprunté à Nassim Nicolas Taleb. Ah oui, L'idée, ce n'est pas juste de résister au choc, mais d'en sortir plus fort. Attendez, donc ce n'est pas juste ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est un système délibéré pour profiter du chaos. c'est exactement ça. Le fragile se casse sous la pression, le robuste résiste, il reste le même, mais l'antifragile, lui, s'améliore grâce au choc. D'accord. L'exemple mythologique, c'est l'hydre de Lerne. On lui coupe une tête, 2 repousses. Dans le corps humain, nos muscles sont antifragiles. Le stress d'un exercice les déchire un peu et ils se reconstruisent plus forts. Le livre propose d'appliquer cette logique à nos vies. Et comment on fait ça concrètement? Ça paraît un peu abstrait. Alors, les auteurs suggèrent 3 stratégies très concrètes. La première, créer des redondances. C'est la version un peu sophistiquée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si votre travail est votre seule source de revenus et votre seule source de validation sociale, vous êtes extrêmement fragile. Si vous perdez ce travail, tout s'effondre. L'antifragilité, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, même petites, plusieurs cercles d'amis. Diversifier les piliers de sa vie. Voilà. La deuxième stratégie, c'est de prendre de nombreux petits risques plutôt qu'un seul gros. D'accord. En investissement, ça veut dire miser un peu sur 10 startups plutôt que tout sur une seule. Dans la vie, ça peut être essayer un nouveau hobby, lancer un petit projet personnel. Le potentiel de gain est énorme alors que le risque de perte est très limité. Et la troisième? La troisième, et c'est peut-être la plus puissante, c'est d'éliminer ce qui nous rend fragiles. C'est faire un audit de sa vie et se demander qu'est-ce qui est une bombe à retardement. Comme des dettes de carte de crédit, par exemple? Exactement. Ça vous rend vulnérable au moindre choc financier. Ça peut être une mauvaise habitude, comme fumer, qui fragilise votre santé, ou une relation toxique. En se débarrassant activement de ces fragilités, on augmente mécaniquement sa capacité à prospérer. Pour rendre tout ça un peu plus tangible, le livre se termine sur une sorte de décalogue, les 10 règles de l'ikigai observées chez les anciens, Dog-Imi. Oui, c'est une très bonne synthèse. La première, c'est « restez actif, ne prenez pas votre retraite ». Ça résume tout ce qu'on a dit. Mais elle est liée à une autre qui est tout aussi importante. Prenez votre temps. Ah, ça c'est important. L'activité n'est pas synonyme de stress. Au contraire, le flow n'apparaît que quand on n'est pas pressé. Il y a aussi les règles qu'on a déjà évoquées. Ne remplissez pas votre estomac et entourez-vous de bons amis. Mais ma préférée, c'est peut-être la plus simple. Souriez. Oui, Ça peut sembler banal, mais les auteurs insistent sur la légèreté, l'humour de ces centenaires. Ce ne sont pas des sages austères, ils passent leur temps à rire. et il y a aussi remercier. Exprimer sa gratitude, que ce soit envers ses ancêtres, la nature, ses amis, c'est un rituel quotidien qui recentre sur le positif. Et puis les dernières règles encapsulent toute la philosophie. Reconnectez-vous avec la nature, vivez l'instant présent, et bien sûr, la 10e, suivez votre ikigai. Ce qui est frappant, c'est qu'aucune de ces règles n'est une formule magique compliquée. C'est une collection de principes de bon sens, mais appliqués avec une constance remarquable. C'est le point essentiel du livre, je pense. L'ikigai, ce n'est pas un trésor caché qu'on trouve un jour et qui résout tous nos problèmes. C'est un chemin, c'est un processus. Hmm. La vie n'est pas un problème à résoudre. Le secret, c'est de rester occupé à faire ce qu'on aime, même modestement, entouré des gens qu'on aime, et d'accepter les hauts et les bas avec grâce. Le bonheur, finalement, ne se trouve pas à la destination, mais dans le voyage lui-même. Pour conclure, j'aimerais proposer une dernière pensée, une piste de réflexion. On est souvent paralysé par cette pression de trouver la grande passion, cette chose unique et grandiose. Mais en lisant ce livre, je me suis demandé, et si l'ikigai ne consistait pas à trouver une seule grande chose, mais plutôt à cultiver un ensemble de micro-ikigai?
Ah, j'aime bien cette idée. Ces petits rituels, ces plaisirs simples du quotidien. Le plaisir de préparer un bon café, la joie de s'occuper d'une plante, la satisfaction d'une conversation profonde. Et si le secret d'une vie heureuse, c'était simplement l'art de collectionner et de chérir ces petites joies actives? Merci et à bientôt.